Voilà, bonjour, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, je suis bien sûr toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session des Yoga Sutras. Donc, nous avançons à pas rythmé, notre rythme, on n'est pas pressé, on est patient. Et on se pose à chaque fois pour ce petit moment que nous partageons ensemble. Juste un petit rappel, Vashikaraha est un état particulier de samadhi décrit dans le Sutra 1.15, un état d'esprit qui est entièrement contrôlé, un esprit libre de toute forme d'attachement au plaisir céleste, décrit dans les livres. Donc, on voit que on se rapproche déjà vers de quelque chose de plus en plus clair pour notre réflexion personnelle. Donc, ce qu'on a besoin, c'est un esprit calme, clair et ouvert sur l'intérieur. Un esprit calme, clair et ouvert sur l'intérieur est la clé de la maîtrise du monde extérieur et intérieur. Voilà, on y va sur le Yoga Sutra 1.41 que je vous lis. Kshina, Vriter, Abhijatasya, Ivamaner, Graitri, Grahana, Grayeshu, Tatsta, Tadanjanata, Samapatihi. Alors, qu'est-ce que nous dit Françoise Mazet pour ce sutra-là? Elle dit ceci: les turbulences de la conscience périphérique étant apaisées comme un cristal reflètent le support sur lequel il repose. Le mental est en état de réceptivité parfaite vis-à-vis du connaissant, du connu et du moyen de connaissance. Cet état de réceptivité est samapati. Je continue avec une interprétation de Paul Harvey. Il dit ceci, il traduit ce sutra-là de la manière suivante: lorsque les fluctuations sont réduites, l'esprit devient comme un joyau transparent, capable de prendre la couleur de n'importe quel objet placé devant lui. Cette réunion de ce qui est la saisie, le processus de saisie et ce qui est saisi est un état d'unité méditative. Donc, on a déjà une petite comparaison que l'on peut faire entre les deux interprétations. Donc, on voit que Françoise Mazet utilise turbulence et Paul Harvey fluctuation. Donc, turbulence, fluctuation, c'est, si on se pose sur ces deux mots-là, on a déjà deux approches mais qui se rejoignent, turbulence et fluctuation. Turbulence nous donne une idée d'une agitation beaucoup plus importante, mais fluctuation, on peut aussi comprendre, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on n'y va pas, on y va. L'hésitation, parfois, que l'on a en nous. Alors, Françoise Mazet nous parle du connaissant, du connu et du moyen de connaissance, et Paul Harvey parle de ce qui est la saisie, le processus de saisie, ce qui est saisi. Donc, on peut entendre par le terme saisie, un petit peu comme quand on fait une saisie informatique, je ne sais pas si ça vous parle un tout petit peu, mais voilà, c'est deux manières, je dirais, d'aborder la chose et gardez-les pour votre réflexion personnelle. Mais on comprend qu'il y a la fin des fluctuations ou la fin de l'agitation ou la fin de l'activité ou un calme qui commence à se créer, alors
on commence à voir un tout petit peu plus clair. Et ce que nous dit Jean Bouchard d'Orval, il dit « Une fois l'activité mentale calmée, le mental devient comme un cristal pur et prend la couleur de ce en quoi il est fondu, qu'il s'agisse de l'observateur, de l'observation ou de l'observé. » Donc, on a 3 termes qui sont utilisés. Donc, réécoutez ce passage-là sans souci et puis essayez de voir comment vous pouvez comprendre le fait que le mental soit calmé, ça c'est une chose, mais de ce qui se passe après. La clarté qui s'installe, elle est expliquée différemment. Alors, je vais juste donner une première petite approche sur le terme samapati. Samapati est l'état dans lequel chitta, le mental périphérique, est libre de toutes les impressions, samskara ou conditionnements, issues des deux gunas, rajas et tamas. Et vitarka signifie raisonnement et réflexion. Et donc, on a 2 types de samapati, le savitarka samapati et le nirvitarka samapati. Je vous lis donc ce que j'en ai retiré du texte. Savitarka samapati, qui est le premier stade de samadhi où le yogin continue de raisonner sur le sujet de méditation. Donc vous avez un objet de méditation, un sujet de méditation, mais vous continuez à raisonner autour de cet objet, vous continuez à avoir des idées, des pensées qui circulent. Il y a un calme qui commence à apparaître, mais il y a encore des pensées qui viennent vous tourner autour et qui vous bousculent un tout petit peu dans cette réalité que vous tentez d'approcher. Et ensuite, on a Nirvitarka Samapati, qui est le second stade de Samadhi, où le yogin ressent directement l'objet de sa méditation sans recours à la pensée. Donc, on peut imaginer, on peut ressentir ou vivre, le mot imaginer n'est peut-être pas approprié, mais d'être dans cet état où il n'y a plus de pensée qui circule lors de votre méditation, vous êtes dans une concentration parfaite, dharana, dhyana, samadhi, donc vous êtes sur ce chemin en 3 phases, et il y a quelque chose de l'ordre du calme, mais beaucoup plus silencieux intérieurement qui s'installe, et donc l'approche de cette conscience devient de plus en plus précise. Alors je poursuis avec le Yoga Sutra du chapitre 1, 42. Tatra, Shabda Artha Jnana, Vikalpai, Samkirna, Savitarka Samapati. Le Samapati avec raisonnement est cet état de réceptivité non encore dégagé des constructions mentales liées à l'usage des mots, à leur signification et à la connaissance qui en découle. Donc, dans le sutra précédent, j'ai terminé avec une petite explication. Françoise Mazet nous donne ici quand même une traduction qui me plaît assez. Donc, on raisonne encore, on médite sur un objet, mais on raisonne encore. On est très réceptif avec l'objet, mais il y a encore toutes ces constructions mentales qui sont présentes autour de nous, qui sont liées aux mots, aux images, au conditionnement, la signification des mots, la description de l'image qui nous vient, et surtout aussi la connaissance passée, intellectuelle, mentale que nous avons de cet objet et qui est encore là, et qui fait que
il y a une espèce d'automatisme qui va encore puiser dans cette mémoire, et peut-être que l'on devrait débrancher la mémoire à un moment pour être dans quelque chose de pur et de vraiment, je dirais, de l'ordre de ce silence intérieur pour aller toucher l'essence de l'objet de méditation. Alors, yogastudies.org nous donne ce petit mot-là aussi que je veux partager avec toi, c'est assez intéressant. Là, le mot, la connaissance et l'imagination s'entremêlent. L'unité est une délibération brute, non raffinée. Non raffinée. Alors, on revient avec le mot, la connaissance, l'imagination. Le tout est mélangé par rapport à un objet de méditation. Et l'idée d'unité, eh bien, on est là, je suis posé, j'ai les yeux fermés, je respire, je suis avec moi-même, j'ai un objet de méditation sur lequel je médite, et puis je délibère encore avec le mental, avec l'imagination, avec les pensées et les idées qui circulent, pour aller vers cette unité, pour me libérer de toutes ces fluctuations, comme on l'a vu au sutra précédent, pour aller vers quelque chose de plus en plus de l'ordre de l'unité et du silence intérieur, de cette attention intérieure aussi qui nous est demandée pendant cette méditation pour aller de l'avant. Alors, j'aime bien aussi l'approche de Paul Harvey. Il dit ceci: ce rapprochement se fait par étapes. La première étape de l'unité méditative est la méditation sur un objet brut, mélangé avec des mots, des objectifs et de l'imagination. Autour de l'objet brut, c'est ce que l'on appelle la délibération non raffinée. Donc, non raffiné, ça veut dire aussi que c'est une délibération brute, non contrôlable, parce que il y a ces automatismes qui vont dans la mémoire chercher une multitude de, je dirais, de choses, d'informations, et voilà, c'est pour ça que c'est brut et que le travail, eh bien, on va peut-être raffiner ou affiner progressivement les choses. Alors, je continue pour vous donner quand même encore un petit peu d'explications. Donc, j'ai pris beaucoup de notes pour ce sutra. Donc, j'ai trouvé dans le yogapradipika.com une petite note qui parlait de l'état de yoga, le samapati et le samadhi, et qu'on mettait entre ces mots un égal, égal, égal. Donc, je t'invite à chercher état de yoga, samapati et samadhi, et de te faire un petit peu ta propre opinion. Là-dessus, il y a une phrase qui m'est venue à l'esprit, et ça c'est intéressant parce que c'est de ça dont on doit se libérer. Nous passons notre temps à coller des post-it. On colle des post-it partout. Pour pas oublier, ça c'est une lampe, ça c'est une statue, ça c'est un arbre, ça c'est une fleur, ça c'est une bougie. Et on met des post-it là, tout ça, sur ça. On colle une étiquette en fait qui va définir l'objet d'observation, qui peut devenir potentiellement un objet de méditation. Si nous supprimons tous les post-it et toutes les étiquettes, nous nous libérons, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'au début, si on enlève toutes les étiquettes, on va être un peu perdu. On va se dire, tiens, mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi c'est là? Etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose que nous percevons et ne cherchons pas plus loin, ne laissons pas les pensées, les mots, l'imagination venir interférer dans cette démarche méditative, restons libres.
Jean Bouchard d'Orval, d'ailleurs, utilise dans sa traduction, que je n'ai pas repris pour ce sutra-ci, de contemplation discursive. Alors, bon, voilà. Moi, je ne pouvais pas vous donner une, comment dirais-je, une interprétation comme ça, donc j'ai été la chercher. La contemplation, c'est le fait de s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un ou de quelque chose, la contemplation des étoiles, par exemple. Voilà. Donc, contempler. Et alors, discursive, j'aime beaucoup ce mot. Et en fait, discursive signifie qui procède par raisonnement successif. Voilà. Et je pense que la contemplation discursive avec raisonnement, un raisonnement répétitif qui se suit l'un après l'autre, nous mène à quelque chose et nous mène peut-être à ce silence intérieur et nous permet peut-être aussi de nous débarrasser des raisonnements par la suite. Donc, ma petite conclusion sur ce sutra-là, le chemin vers l'unité demande du travail. Ça, de toute façon, je l'ai répété déjà 1001 fois, c'est une sadhana. Ça veut dire que ça nous demande du travail, c'est une sadhana. Donc, c'est de l'ordre de la stratégie. Comment j'organise ma journée pour pouvoir méditer, étudier, faire mes postures de yoga, respirer, manger sainement, etc., etc., etc. Tout ça prend un petit peu de temps. Alors, je vous donne déjà une direction. La direction, c'est la concentration. Hein? Peut-être que j'y reviendrai quand on verra le sutra qui parle de la concentration. Enfin, j'y viendrai certainement, ça, il n'y a aucun doute. Le cheminement méditatif est parsemé par des mots, des idées et de l'imagination avant d'être une méditation purifiée de tout cela. Donc, on est sur un chemin, on a des mots, des images, des pensées, des idées, tout ça vient. On ne baisse pas les bras, nous continuons de méditer et au fil du chemin, la purification se fait et on se libère de tout ça. Mais dans ce sutra-là, on te dit quand même que la tentation de raisonner est encore grande. Donc il faut de la persévérance et il faut garder le cap. Je n'aime pas le terme il faut, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas... je ne l'utilise pas dans le sens que c'est une obligation, que c'est obligatoire. Alors, je vais poursuivre avec le sutra 1.43, donc ça fera quand même une petite vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais je pense que ça vaut la peine de les voir tous les trois ensemble réunis. Le sutra 1.43, Smriti, Parishudao, Svarupashunya, Iva, Artha, Matra, Nirbasa, Nirvitarka. Donc Françoise Mazet nous dit « La mémoire ayant été purifiée, comme vidée de sa substance, l'état d'unité sans raisonnement ne s'intéresse alors qu'à l'objet lui-même, libre des connotations mentales. » Voilà, alors la mémoire ayant été purifiée, tu vas peut-être me dire, c'est le sutra 43 du premier chapitre sur 195 sutras, il y a encore 3 chapitres après tout ça. C'est un peu tôt pour parler de purification ou du fait qu'on a déjà purifié le mental. Mais ici, on parle, si on veut, de choses que nous allons revoir et développer plus loin, mais tous ces sutras nous donnent des notes d'espoir quand même qu'il y a plein de possibilités pour, je dirais, arriver à cet état d'unité où on ne se sent plus dispersé aux 4 coins de la planète. Et d'ailleurs, j'ai relevé dans une de mes lectures hier des petits mots de Sri Aurobindo qui dit ceci: sois simple, sois simple. Donc, quelque part, la simplicité est aussi un moyen de purifier nos pensées, de purifier notre travail,
Tout ça par la simplification, essayer d'être le plus simple possible à chaque pas que nous faisons. Alors, Jean Bouchard d'Orval nous dit, au cours du second stade d'absorption, le mental, alors purgé de tout le reste, s'illumine de l'essence seule, c'est la contemplation pure. Alors, ça aussi, c'est une note d'espoir, parce que ça veut dire que je médite sur un arbre ou sur quelque chose de plus subtil, mais que je n'arrive pas à toucher, je n'arrive pas à me rapprocher. On te dit quand même que lorsque tu as purgé tout le reste, tu peux, comment dirais-je, l'essence seule de l'objet s'illumine et tu en es le témoin en fait de cette illumination, de ce miracle, de ce cheminement que tu es en train de faire. J'ai relevé aussi une petite note de Krishnamacharya que je voulais partager. Krishnamacharya nous dit ceci: la continuité de Dhyanam est comparée à une flamme qui est libre de tout vent. La continuité de Dhyanam, la méditation, est comparée à une flamme qui est libre de tout vent. Donc, à un moment, cet état de dhyana, de méditation, cet état méditatif, c'est quelque chose qui se passe 24 heures sur 24. C'est une attention intérieure non-stop, qui ne s'arrête pas. Desi Kachar, lui, nous dit ceci: lorsque nous regardons les choses, la mémoire s'immisce toujours. Pour voir clairement, nous devons être dans l'état d'unité sans raisonnement. Donc, il y a deux choses. C'est que quand nous regardons un objet ou quand nous méditons sur un objet, il y a cet automatisme à aller puiser des informations dans la mémoire et cet automatisme va brouiller les pistes. Évidemment, la mémoire est de l'information passée, donc essayons vraiment, quand des idées, des pensées, etc. arrivent autour d'un objet de méditation, de les laisser passer, de ne pas y porter attention, de faire ce petit effort alors, je ne vais pas dire de faire le vide, parce qu'on ne fait jamais le vide, mais de ne pas se relier, de ne pas se connecter à tout ce qui se passe sur le moment. Alors, ma petite conclusion pour ce sutra-là: dans un tel état, la mémoire meurt, l'imagination disparaît, alors nous pouvons voir la réalité de l'objet. Cet état est samadhi. Alors, la mémoire meurt, cette mémoire automatique qui vient meurt. C'est l'arrêt de cet automatisme de la mémoire qui vient perturber l'état que nous cherchons. Nous sommes en chemin vers cet état d'unité, de luminescence, d'illumination, de luminosité. Et donc nous devons répéter constamment ce travail, indéfiniment. Nous devons répéter indéfiniment la pratique, et c'est effectivement une stratégie complexe qui demande beaucoup d'efforts. Ne plus trouver d'excuses. Alors encore récemment, j'avais quelqu'un qui me donnait des excuses et je comprends. J'ai les enfants, j'ai le mari, j'ai le boulot, j'ai les patients, j'ai les clients, en fait, on a toujours de bonnes excuses. Et j'ai répondu en fait là-dessus. Je dis, mais voilà, imaginons que tu as une capsulite ou un problème et que tu dois aller faire du kiné 3 fois par semaine. Tu vas trouver le temps d'aller 3 fois par semaine chez le kiné. Effectivement, la personne m'a répondu oui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce travail des Yoga Sutras, de la méditation,
du yoga, de toutes les branches du yoga que nous pouvons trouver et rencontrer. C'est un travail de guérison. C'est une guérison du corps, c'est une purification, une guérison de la mémoire, c'est une guérison de la personnalité, et c'est vraiment un aboutissement de quelque chose de magnifique. Et voilà, les excuses en fait nous font mourir à la vie et à notre humanité. Ça c'était, je dirais, ma petite conclusion sur ces trois sutras. J'y reviendrai quand on va travailler le sutra 44. J'essaierai de faire un petit topo sur ces sutras que nous venons de voir pour que vous puissiez vous remémorer ça et peut-être intégrer quelque chose pour la suite. Voilà, ben je te remercie en tout cas pour ton écoute. On a quand même passé presque une demi-heure ensemble. Donc je te souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur les Yoga Sutras. Ciao, ciao, à bientôt et merci.